Bonjour, ici Finopsio. Aujourd'hui, nous allons parler du flux de trésorerie, l'une des composantes de la richesse. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'étudier en détail le flux de trésorerie? Nous pensons qu'une mauvaise compréhension du flux de trésorerie peut avoir des conséquences désastreuses. C'est pourquoi nous souhaitons que vous acquériez une bonne compréhension du flux de trésorerie. Tout d'abord, j'aimerais vous demander ce que vous pensez des questions importantes liées au flux de trésorerie. Beaucoup de gens savent vaguement que le flux de trésorerie est important. C'est pourquoi je vais vous poser des questions détaillées et spécifiques. Investissez-vous dans des actions à dividendes, des ETF couverts ou dans l'immobilier locatif afin d'augmenter votre flux de trésorerie ou envisagez-vous de le faire? Question suivante. La plupart des gens savent qu'ils doivent limiter leurs dépenses pour augmenter leur excédent de trésorerie. Connaissez-vous des moyens efficaces de réduire vos dépenses? Limitez-vous vos dépenses afin de vous assurer un excédent de trésorerie suffisant? Question suivante. Renoncez-vous à vous assurer un flux de trésorerie? Êtes-vous d'accord avec l'idée d'investir dans des actions de croissance, dans l'immobilier ou dans les crypto-monnaies, même si cela implique de renoncer à des flux de trésorerie immédiats afin d'obtenir des rendements élevés à l'avenir? Beaucoup de gens n'ont pas les bonnes réponses à ces trois questions. Tout d'abord, beaucoup de gens achètent des actions à dividendes, des ETF couverts par des options d'achat et des biens immobiliers locatifs parce qu'ils pensent que les flux de trésorerie sont importants. Cependant, cette stratégie échoue souvent à long terme. De plus, beaucoup de gens ne savent pas comment réduire efficacement leur consommation. La plupart des gens décident simplement de dépenser moins. Ils s'imposent une limite mensuelle à ne pas dépasser. Cependant, ils abandonnent rapidement leur projet d'épargne car ils trouvent difficile de mener une vie frugale. C'est un peu comme tout le monde sait qu'il faut manger moins pour perdre du poids, mais très peu de gens y parviennent. Peu de gens parviennent à économiser de l'argent et à accumuler une grande fortune à long terme. C'est parce qu'ils ne savent pas comment résoudre le problème fondamental. De plus, beaucoup de gens renoncent à sécuriser leur flux de trésorerie pour diverses raisons. Tout d'abord, il est très difficile de sécuriser ces flux de trésorerie. Certaines personnes pensent qu'il vaut mieux renoncer à sécuriser ces flux de trésorerie dès maintenant et investir dans des actions de croissance, l'immobilier et les crypto-monnaies, qui ne génèrent pas de flux de trésorerie mais offrent la possibilité d'augmenter considérablement son patrimoine net. Mais renoncer à sécuriser ces flux de trésorerie revient à renoncer à la richesse. La richesse, telle que nous la définissons, est le fait d'obtenir systématiquement ce que l'on veut, quand on le veut. Les flux de trésorerie sont essentiels pour atteindre cette richesse. Passons en revue les idées fausses courantes sur les flux de trésorerie et les erreurs qui en découlent afin d'améliorer notre compréhension de ce concept. En améliorant votre compréhension des flux de trésorerie, vous pourrez éviter les erreurs fatales que commettent de nombreuses personnes et commencer à voir les nombreuses voies qui mènent à la richesse. Une fois que vous avez assuré vos flux de trésorerie, vous n'avez plus besoin de vendre votre temps à votre employeur pour gagner de l'argent. Votre temps sera utilisé de manière plus profitable. Sécuriser son flux de trésorerie élimine le besoin de vendre des actifs pour dépenser. La richesse se maintiendra car vous pourrez conserver longtemps un montant important d'actifs pour votre richesse future. Sécuriser son flux de trésorerie vous permettra de maintenir une structure de levier stable pendant longtemps, ce qui est l'un des éléments essentiels de la richesse. La richesse ne fera alors que croître. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que l'effet de levier est un élément essentiel de la richesse, veuillez revoir la vidéo précédente en utilisant le bouton situé dans le coin supérieur droit. Avant d'examiner 3 idées fausses et erreurs concernant les flux de trésorerie, définissons clairement ce concept. Nous définissons les flux de trésorerie comme le montant des entrées de trésorerie régulières et stables par rapport à d'autres moyens de générer des bénéfices, à l'exclusion de la consommation. Par exemple, je ne considère pas le trading d'actions comme un acte visant à augmenter les flux de trésorerie. En effet, les entrées de trésorerie ne sont pas régulières et stables par rapport aux différents moyens de générer des revenus. Je ne pense pas que les revenus locatifs immobiliers soient un bon investissement, mais il s'agit d'un investissement qui augmente le flux de trésorerie. Bien qu'il existe un risque de vacances, par rapport à d'autres moyens de générer des profits, la location immobilière peut être considérée comme un moyen de générer des entrées de trésorerie régulières et stables. Examinons maintenant les idées fausses sur le flux de trésorerie. La plus grande erreur que les gens commettent en matière de flux de trésorerie est de choisir un moyen de générer des revenus qui entraîne une imposition excessive. Dans la plupart des pays, les gouvernements imposent des taux d'imposition élevés sur les revenus réguliers de leurs citoyens. Le graphique montre les taux d'imposition sur les dividendes les plus élevés dans chaque pays. Si vous regardez le graphique, vous verrez que de nombreux pays, dont la Corée du Sud, le Royaume-Uni, le Canada et la France, ont un taux d'imposition maximal de 30% ou plus. Beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement les implications négatives de ce taux d'imposition lorsqu'ils investissent. Le taux d'imposition élevé sur les investissements a une signification beaucoup plus négative que le simple fait que le gouvernement prélève une partie de l'argent gagné. Au contraire, si le taux d'imposition d'un investissement est élevé,
il est logique de penser que cet investissement ne sera pas rentable. Prenons un exemple. Si nous investissons dans des bons du Trésor américain, le rendement est de 4% à 5%, mais si nous investissons dans des obligations notées BB ou moins, le rendement est de 7% à 8%. Pourquoi cette différence ? À titre d'information, les obligations notées BB sont des obligations qui ont été jugées impropres à l'investissement par les agences de notation et qui présentent un risque élevé de ne pas pouvoir payer leurs intérêts. Dans cet exemple, la différence entre le rendement des obligations du Trésor américain et celui des obligations notées BB est de 3 points de pourcentage. Cette différence s'explique par la différence de risque. Nous appelons cette différence la prime de risque. Toute personne qui investit dans des obligations du Trésor américain recevra des intérêts tant que la grande nation qu'est les États-Unis ne s'effondrera pas. C'est pratiquement sans risque. En revanche, ceux qui investissent dans des obligations notées BB ou moins seront très inquiets, car il est possible qu'ils ne perçoivent pas les intérêts. Naturellement, personne n'investirait dans une obligation notée BB ou moins s'il n'y avait pas de compensation. Par conséquent, pour ceux qui investissent dans des obligations notées BB ou moins, une prime de risque de 3% est ajoutée afin de compenser le risque de non-paiement des intérêts. Cela rassurera désormais ceux qui ont investi dans des obligations notées BB ou moins. En effet, même s'il existe une possibilité que les intérêts ne soient pas versés, s'ils le sont, ils le seront en grande quantité. À court terme, les performances de ces deux personnes peuvent différer, mais à long terme, elles seront similaires. Cette explication vous semble-t-elle claire ? Vous souvenez-vous de cette image ? Si ce n'est pas le cas, veuillez cliquer sur le bouton en haut à droite pour revoir la vidéo expliquant le risque, le rendement attendu et le marché en situation de concurrence parfaite. Si le marché est assez efficace, il n'y a pratiquement aucune différence entre les taux de rendement à long terme, quel que soit l'investissement choisi. Prenons maintenant en compte les impôts. Il s'avère que la personne qui a investi dans les obligations notées BB ou moins était coréenne. La Corée du Sud applique un taux d'imposition maximal de 44% sur les intérêts. Pour simplifier, excluons simplement le taux d'imposition de 44% du rendement de 7% à 8%. Le rendement effectif sans impôt est d'environ 4% à 5%. Cet investisseur coréen perdra toute cette récompense pour le risque pris. Il n'y a aucune raison de prendre le risque de ne pas percevoir d'intérêt. Si les taux d'imposition étaient les mêmes dans tous les pays, il ne serait pas un facteur à prendre en compte, mais ce n'est pas le cas. Et il n'y a donc aucune raison pour les investisseurs coréens de participer à ce marché. Cet investisseur ne percevra finalement qu'un faible montant d'intérêt, et comme il existe de nombreux cas où les intérêts ne sont pas versés, il enregistrera un rendement inférieur à celui des investisseurs d'autres pays qui ont investi dans des obligations du Trésor américain. Des pertes peuvent également survenir. C'est pourquoi j'ai dit au début que les impôts ne sont pas seulement un facteur qui réduit la vitesse à laquelle on gagne de l'argent, mais un facteur qui élimine la raison d'investir. Si vous vivez dans un pays comme la Corée, où le taux d'imposition sur les intérêts et les dividendes est excessif, vous ne devriez jamais investir dans des obligations, des actions à dividendes, des ETF couverts ou dans l'immobilier à des fins locatives. C'est un choix très inefficace et même si vous travaillez dur pour investir, vous ne pourrez pas accumuler une fortune satisfaisante. Il existe de nombreux moyens de générer des flux de trésorerie autres que les actions à dividendes, les ETF couverts et les investissements immobiliers à des fins locatives. Par exemple, aux États-Unis, un pays où le taux d'imposition sur les revenus tels que les salaires et les dividendes est élevé, les personnes fortunées comme Elon Musk ont largement recours aux prêts garantis par des actions. Supposons que vous ayez coté en bourse la société que vous avez fondée à une capitalisation boursière de 800 milliards de dollars et que vous en détenez 10%. Vous disposez donc actuellement de 80 milliards de dollars d'actions cotées en bourse. Supposons que vous empruntiez chaque année 100 millions de dollars à la banque en utilisant ces actions comme garantie. Supposons que le taux d'intérêt soit de 5% par an. Supposons que vous empruntez 100 millions de dollars à la banque chaque année et que vous ne remboursez pas les intérêts en les ajoutant au capital du prêt. Supposons de manière prudente que le cours de l'action n'augmente pas. Si vous faites le calcul, vous ne devrez pas plus de 10% de la valeur des actions que vous possédez, même si vous renouvelez ce prêt chaque année pendant 75 ans. En effet, vous n'aurez jamais à le rembourser avant votre mort. Cela peut être considéré comme des capitaux propres. Cette méthode ne génère pas de revenus, mais apporte plutôt de l'argent sur votre compte grâce à des emprunts. Elle n'est donc pas imposable en vertu de la législation actuelle. Les personnes fortunées aux États-Unis génèrent des flux de trésorerie de cette manière. Bien sûr, tout le monde ne peut pas posséder 80 milliards de dollars d'actions cotées en bourse. Vous apprendrez progressivement à utiliser ce principe pour créer des flux de trésorerie avec de faibles charges fiscales au fur et à mesure de votre formation avec Finoptio. Ce que nous affirmons, c'est que si vous vivez dans un pays comme la Corée, qui impose des impôts élevés sur les revenus réguliers, vous devez trouver d'autres moyens de générer des flux de trésorerie. L'erreur suivante que commettent de nombreuses personnes est de ne pas réduire leurs dépenses.
nous avons défini le flux de trésorerie comme le montant des entrées de trésorerie relativement régulières et stables, à l'exclusion de la consommation. Naturellement, l'augmentation des entrées de trésorerie et la réduction de la consommation augmentent les flux de trésorerie. Par conséquent, la clé pour augmenter les flux de trésorerie est de freiner la consommation afin qu'elle n'augmente pas indéfiniment. Cependant, beaucoup de gens ne parviennent pas à freiner leur consommation. Seules quelques personnes saisissent l'opportunité de devenir riches en sécurisant leur flux de trésorerie et en augmentant leur épargne, tandis que beaucoup s'appauvrissent en vieillissant en raison de leur incapacité à freiner leur consommation. En Corée du Sud, le pourcentage de personnes dont le revenu tombe sous le seuil de pauvreté après 65 ans atteint 49,6%, et en Australie, il est de 35,5%. Même dans des pays comme les Pays-Bas et la France, où le taux de pauvreté des personnes âgées semble faible, ce n'est pas parce que les individus s'abstiennent de dépenser et augmentent leur flux de trésorerie. Il semble faible en raison du système de retraite par répartition qui prélève de force l'argent des jeunes pour le redistribuer aux personnes âgées. Cette méthode devient insoutenable car le nombre de jeunes qui cotisent au système diminue en raison du faible taux de natalité et les appels à une réforme des retraites se multiplient dans de nombreux pays. En d'autres termes, le nombre de personnes incapables de limiter leurs dépenses par rapport à leurs revenus est plus élevé que ne le montrent les statistiques. La raison en est claire. Beaucoup de gens ne savent pas quelle est la solution fondamentale au problème de la surconsommation. Nous pensons que cette solution fondamentale réside dans la science du comportement et la philosophie juive. La science du comportement fournit des conclusions importantes qui constituent la base d'un raisonnement déductif sur les moyens fondamentaux de résoudre le problème de la surconsommation. Le judaïsme et les juifs en fournissent des exemples empiriques. Bien que les juifs qui pratiquent la méthode de l'épargne soutenue par les sciences comportementales ne représentent que 0,2% de la population totale, ils représentent 30% des milliardaires selon diverses institutions. Cela signifie que leur méthode d'épargne est efficace. Examinons ces deux éléments et discutons de la manière de modérer la consommation. Tout d'abord, selon les sciences comportementales, la raison pour laquelle les êtres humains se comportent d'une certaine manière est due au système des besoins. Par exemple, un beignet est placé devant vous. Vous prêtez attention à ce beignet parmi les différents objets qui se trouvent là devant vous et vous le regardez en détail. Et bien qu'il puisse y avoir des différences individuelles, vous essayez d'imaginer la situation où vous mangez un beignet dans votre modèle interne et vous calculez ce qui va se passer ensuite. Certaines personnes peuvent ne pas aimer les beignets parce qu'elles ont un modèle interne selon lequel manger des beignets les rend malades. Mais supposons que cette personne ait faim et veuille ressentir la sensation d'être rassasiée après avoir mangé un beignet. Son appétit sera fortement stimulé. Lorsque votre appétit est stimulé, une forte motivation à manger ces beignets apparaît. Cette motivation l'amène à manger un beignet. Et les aspects impressionnants de la consommation d'un beignet sont expérimentés et le modèle est mis à jour. Ce processus se répète, ce qui constitue le processus du comportement humain. Réfléchissons à la question de la consommation du point de vue du système des besoins tel que nous le comprenons. Pensez à votre consommation récente. Avez-vous bu du vin avec des amis dans un restaurant cher ? Avez-vous acheté une voiture de sport coûteuse alors que vous n'en aviez pas les moyens ? Avez-vous acheté des sacs de luxe coûteux ? Avez-vous acheté une montre coûteuse ? Quelle est la cause fondamentale de toutes ces consommations ? Il y a deux raisons principales à ce type de consommation. Premièrement, nous avons un désir très fort d'établir des relations. Bien que cela varie d'une personne à l'autre, les êtres humains sont des animaux sociaux et ont donc un désir très fort d'établir les relations qu'ils souhaitent avec les personnes qu'ils souhaitent. Lorsque nous examinons la plupart des choses que nous consommons, même si elles semblent avoir divers objectifs, elles visent souvent en fin de compte à établir la relation souhaitée. La deuxième cause est le modèle. Ils dépensent de l'argent parce qu'ils ont un modèle selon lequel ils ne peuvent établir les relations qu'ils souhaitent qu'en dépensant de l'argent. Comme le désir de relation est l'un des désirs fondamentaux de l'être humain, nous ne pouvons pas le réprimer. C'est donc sur le modèle que nous devons nous concentrer. Nous devons changer ce modèle qui dit que nous ne pouvons obtenir les relations que nous voulons qu'en dépensant de l'argent. Trouver un moyen de changer ce modèle est la clé pour dépenser moins. Comme nous avons tous des situations très différentes, il n'existe pas de méthode spécifique qui fonctionne pour tout le monde. Examinons quelques exemples pour vous aider à trouver votre propre stratégie personnalisée. Par exemple, dans le cas des hommes, faire de l'exercice peut réduire la consommation. En effet, l'exercice physique leur permet d'avoir une bonne apparence et le fait de bien pratiquer un sport leur permet naturellement de nouer plus facilement le type de relation qu'ils souhaitent. Obtenir un diplôme d'une école prestigieuse peut également être utile. Le monde ne néglige jamais un étudiant de Harvard, même s'il est vêtu de manière modeste. Un bon diplôme facilite la construction de bonnes relations. Corriger son langage peut également contribuer à réduire la consommation. Certaines personnes utilisent régulièrement un langage négatif et ne sont pas respectées par leur entourage, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas respectées
et essaie donc d'acheter le respect par une consommation coûteuse. Dans ce cas, le simple fait de changer votre façon de parler vous permettra de gagner le respect des autres et de nouer des relations satisfaisantes, ce qui réduira votre consommation. À mesure que vous développerez votre capacité à nouer les relations que vous souhaitez sans avoir à consommer en fonction de votre situation personnelle, vous vous intéresserez de moins en moins à la consommation. Vous réduirez naturellement votre consommation sans avoir à vous forcer. Et dans la plupart des cas, les 3 mots-clés sont la clé pour nouer de bonnes relations sans dépenser. Le premier est la contribution. Les personnes qui sont prêtes à contribuer au développement du groupe auquel elles appartiennent et qui contribuent réellement sont respectées par les autres. Le deuxième est l'honneur. Vous pouvez gagner l'honneur si vous parvenez à faire savoir aux autres que vous contribuez à la société d'une manière morale et durable. Le troisième est la confiance. Une personne qui contribue à la société et mène une vie honorable basée sur ses propres principes de vie ferme, plutôt que par hasard ou par impulsion, peut gagner la confiance des autres. Si vous obtenez ces 3 choses en fonction de votre situation, cela vous sera très avantageux pour établir les relations que vous souhaitez. Vous serez satisfait de votre vie sans avoir à dépenser d'argent, car vous mènerez une vie respectée par les autres. En fait, le peuple juif est un groupe qui partage cette sagesse. L'une des idées fondamentales du judaïsme est le tikkun olam, qui signifie « réparer le monde ». Le judaïsme insiste sur le fait que chacun a la responsabilité de rendre le monde meilleur. Et il accorde une grande importance à l'honneur et à la confiance. Si vous regardez les écritures juives, la Torah et son commentaire, le Talmud, vous pouvez voir diverses expressions qui mettent l'accent sur l'honneur et la confiance. Les Juifs qui partagent cette sagesse évitent de dépenser de l'argent pour des choses dont l'utilité n'est pas claire et accordent de la valeur à la contribution, à l'honneur et à la confiance. Mark Zuckerberg, George Soros et Charlie Munger sont tous connus pour mener une vie frugale par rapport à leur richesse. Zuckerberg porte toujours un jean et un t-shirt, George Soros fait don de beaucoup d'argent à des organisations politiques et civiques, et Charlie Munger vit dans la même maison modeste depuis 1959. Ils possèdent également des jets privés et de vastes terrains, mais ceux-ci ont un objectif clair et ne constituent pas des luxes inutiles. Si vous menez une vie qui privilégie la contribution, l'honneur et la confiance en fonction de votre situation, vous mènerez naturellement une vie satisfaisante sans avoir besoin de consommer. C'est la meilleure façon d'économiser de l'argent qui découle de la science du comportement et du judaïsme. Peu importe le montant de vos revenus, il est difficile de garantir un flux de trésorerie si vous ne pouvez pas limiter vos dépenses à un niveau raisonnable. Je vous recommande donc vivement de trouver votre propre moyen de réduire vos dépenses. La troisième erreur que les gens commettent, souvent en matière de flux de trésorerie, est qu'ils renoncent facilement à garantir leur flux de trésorerie. Non seulement les gens ordinaires, mais aussi les personnes ayant d'excellentes connaissances financières ou très riches en termes de valeur nette, renoncent souvent à garantir leur flux de trésorerie. Les experts dans un domaine particulier ou les experts financiers abandonnent souvent les flux de trésorerie et achètent des actions de croissance. D'autre part, ceux qui n'aiment pas la volatilité du marché financier détiennent un grand nombre de biens immobiliers. Bien sûr, cela ne signifie pas que ces 2 méthodes sont nécessairement mauvaises. Cependant, ces 2 méthodes ne génèrent pas de flux de trésorerie. La plupart des gens comprennent qu'ils ne recevront pas de flux de trésorerie lorsqu'ils investissent dans des actions de croissance. Les actions de croissance sont souvent très chères par rapport au flux de trésorerie qu'elles génèrent. Par exemple, le ratio cours-bénéfice de Tesla, qui est calculé en divisant le cours de son action en mars 2025 par son bénéfice net des 12 derniers mois, est de 119. Un ratio cours-bénéfice de 119 signifie que le rendement annuel de l'investissement dans cette société est d'un divisé par 119, soit environ 0,8% sur la base du bénéfice net. Actuellement, le ratio cours-bénéfice moyen du S&P 500 est d'environ 28, ce qui signifie que le cours de l'action Tesla est très élevé par rapport à son bénéfice net. Naturellement, il est difficile de garantir un flux de trésorerie suffisant lorsqu'on investit dans des entreprises comme celle-ci. D'autre part, pourquoi dit-on que l'investissement immobilier est difficile pour garantir un flux de trésorerie ? Il existe de nombreux biens immobiliers destinés à la location, ce qui peut rendre la question difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Cependant, leur rendement locatif est également très faible pour garantir un flux de trésorerie suffisant. Le rendement des dividendes des REIT, qui montre que le rendement locatif global de l'immobilier est très faible, en est un exemple. Un REIT est un fonds d'investissement qui collecte l'argent des investisseurs et l'investit dans l'immobilier afin de générer des profits. Le rendement moyen des dividendes des REIT cotés aux États-Unis n'est actuellement que de 3,79%. 3,79% est un rendement très faible si l'on considère que le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans, qui peuvent être considérées comme sans risque, est actuellement de 4,2%. À titre de référence, le rendement des immeubles commerciaux à Séoul, en Corée du Sud, est inférieur à 1%.
Étant donné que le taux d'intérêt de base en Corée est de 2,75% en mars 2025, cela signifie que le rendement d'un actif risqué, tel qu'un centre commercial, n'atteint pas 1%. Cela signifie que l'immobilier est plus qu'un simple actif d'investissement. Supposons par exemple que la demande immobilière soit uniquement à des fins d'investissement. Dans ce cas, il est impossible d'enregistrer un rendement locatif nettement inférieur au taux d'intérêt de base, qui est absolument sans risque. Cela est particulièrement impossible en Corée, où la faible croissance est certaine. Si l'on part du principe que les revenus locatifs vont augmenter rapidement, il y a une raison de choisir un actif avec un faible rendement locatif. Cependant, la Corée du Sud est un pays où le risque de vacances est très élevé. La possibilité d'une baisse des revenus locatifs augmente, et il est normal qu'aucun investisseur ne soit disposé à acheter des biens immobiliers dont les revenus locatifs sont faibles par rapport au prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier vont baisser et les rendements locatifs augmenter, ce qui rendra le rapport risque-rendement similaire à celui d'autres actifs d'investissement. L'absence de ce processus signifie que la demande immobilière n'est pas uniquement liée à la demande d'investissement. L'immobilier n'est pas seulement un actif d'investissement, mais aussi un bien essentiel. Tant que nous sommes en vie, nous avons besoin d'un endroit où vivre. Tant que nous exerçons une activité hors ligne, nous avons besoin d'un endroit où exercer notre activité. L'immobilier est également un bien de luxe, car l'endroit où une personne vit, où elle exerce son activité, le type de bâtiment qu'elle possède, sont autant de facteurs auxquels les gens attribuent une certaine autorité, ce qui les pousse à acheter ce bâtiment même si son rendement locatif est très faible. Pour ces raisons, il est difficile de percevoir des revenus locatifs suffisants pour compenser les risques liés à l'investissement immobilier. En général, il ne reste que peu de bénéfices après avoir payé les intérêts du prêt utilisé pour acheter le bien immobilier. L'immobilier est investi dans le but de réaliser des plus-values et non pour générer des revenus locatifs. Il est donc très difficile pour ceux qui achètent dans des actions de croissance ou des biens immobiliers d'obtenir un flux de trésorerie suffisant par rapport au montant de leur investissement. Cependant, il est vrai que c'est un moyen d'avoir la possibilité de voir son patrimoine net augmenter rapidement si une situation favorable se présente à l'avenir. En raison de ces avantages, de nombreuses personnes renoncent au flux de trésorerie et investissent dans des actions de croissance ou dans l'immobilier. Je ne critique pas le choix de toutes ces personnes. Ceux à qui nous voulons donner des conseils sont ceux qui veulent devenir riches, mais qui ont renoncé à s'assurer un flux de trésorerie pour toute leur vie, ne recherchant que des opportunités d'augmenter leur patrimoine net. Ils auront peut-être un patrimoine net élevé à un moment donné, mais ils ne pourront pas mener une vie riche pour le reste de leur vie. Ces personnes sont plus nombreuses que vous ne le pensez. Pourquoi y a-t-il autant de personnes dans cette situation ? Je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première est qu'il n'est pas facile de s'assurer un flux de trésorerie, comme nous l'avons vu précédemment. Les méthodes habituelles pour percevoir des dividendes et des intérêts sont très inefficaces. Il n'est pas non plus facile de réduire sa consommation. La deuxième raison est qu'elles ne connaissent pas l'importance de s'assurer un flux de trésorerie. Ils n'en connaissent pas l'importance et renoncent facilement à sécuriser leur flux de trésorerie, car ils peuvent avoir l'opportunité d'augmenter leur patrimoine net s'ils y renoncent. Nous avons déjà expliqué pourquoi il est difficile d'obtenir des flux de trésorerie, voyons maintenant pourquoi ils sont importants. Les flux de trésorerie sont très importants à deux égards. Premièrement, ils sont importants car ils constituent l'un des éléments essentiels de la richesse. Nous avons défini la richesse comme la capacité à obtenir ce que l'on veut, quand on le veut, de manière continue. Cependant, sans flux de trésorerie, les gens ne peuvent généralement pas dépenser. Ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Si vous n'avez pas de flux de trésorerie et pas d'actifs nets, vous ne pourrez naturellement pas dépenser. Cependant, si vous n'avez pas de flux de trésorerie et beaucoup d'actifs nets, vous aurez également tendance à ne pas dépenser beaucoup. En effet, vous pouvez vendre vos actifs nets et obtenir des liquidités, ce qui vous permettrait de dépenser suffisamment, mais vous ne faites généralement pas ce choix. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, dans de nombreux cas, les actifs nets détenus ne sont pas liquides. Dans le cas de l'immobilier, il n'est pas facile de vendre un bien immobilier et d'obtenir des liquidités en temps réel, car le montant de la transaction est important et il n'y a pas toujours d'acheteurs sur le marché. Même s'il s'agit de monnaie virtuelle ou d'actions, il est psychologiquement difficile de vendre des actifs et d'obtenir des liquidités lorsque les prix sont volatiles et que la situation est défavorable. Comme la consommation est permanente, mais que l'obtention de liquidités est irrégulière et incertaine, il est difficile de consommer librement. Les personnes qui ont des rentrées d'argent régulières, comme le montre le graphique en rouge, sont beaucoup plus libres de dépenser et de vivre. En outre, lorsque les gens vendent leurs actifs nets et les dépensent, ils ont parfois le sentiment d'être laissés pour compte. En général, les gens préfèrent ne pas dépenser plutôt que de dépenser tout en réduisant leur patrimoine net, car ils ont le sentiment très fort qu'ils seront laissés pour compte si leur patrimoine net diminue. Pour diverses raisons, les personnes qui n'ont pas de flux de trésorerie et qui ne disposent que d'un patrimoine net important soulignent l'importance de l'épargne
et vivent de manière très frugale. C'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Il existe un moyen de vérifier ce fait à l'aide de statistiques. Il suffit d'examiner les habitudes de consommation des pays où la part de l'immobilier est élevée, car il est difficile d'y obtenir des liquidités. La part moyenne de l'immobilier dans les pays du monde se situe entre 40% et 50%. En revanche, les pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, où le marché libre et les marchés financiers sont relativement peu développés, ont une part de patrimoine immobilier de 70% à 80%. Ces pays ont une propension à dépenser très faible par rapport aux revenus des ménages, de l'ordre de 60 à 70%. Dans les pays développés tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, où la part des actifs financiers est élevée, la propension à consommer est supérieure à 90%. Si vous disposez d'un flux de trésorerie stable, vous pouvez consacrer la majeure partie de vos revenus à la consommation. Mais les personnes qui sont anxieuses parce qu'elles n'ont pas de flux de trésorerie n'ont d'autre choix que d'épargner leur argent, même si elles le gagnent. Bien sûr, ils épargnent beaucoup parce qu'ils dépensent moins qu'ils ne gagnent, et vous pouvez penser que c'est une bonne habitude de consommation qui est bénéfique pour devenir riche à long terme. Cependant, les statistiques sur le taux de pauvreté des personnes âgées évoquées précédemment vous feront changer d'avis. Les pays où la part de l'immobilier dans le patrimoine des ménages est élevée, comme l'Australie et la Corée du Sud, sont également plus susceptibles de connaître la pauvreté chez les personnes âgées. Bien que cela varie d'une personne à l'autre, il est généralement vrai que les gens ne peuvent pas vivre confortablement, même s'ils gagnent beaucoup, et qu'ils ne peuvent pas vivre dans l'abondance parce qu'ils ne savent pas comment créer un flux de trésorerie stable avec l'argent qui leur reste. Comme le montrent les statistiques, les personnes qui ne disposent que d'un patrimoine net sans flux de trésorerie ne peuvent généralement pas dépenser. Le flux de trésorerie est l'un des éléments essentiels de la richesse, vous ne devez donc jamais renoncer à vous assurer un flux de trésorerie. Ensuite, les flux de trésorerie sont importants car ils constituent la base de l'effet de levier. Nous avons appris dans la dernière vidéo que l'effet de levier est essentiel à l'expansion et au maintien de la richesse. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, veuillez revoir la vidéo précédente. Par ailleurs, les flux de trésorerie sont essentiels pour maintenir la stabilité de l'effet de levier. Cela est facile à comprendre lorsque l'on examine les structures typiques de l'effet de levier. Imaginons que vous dirigiez une entreprise. L'activité commerciale consiste à combiner le capital et la main-d'œuvre qui ont été déployés de manière inefficace et à les déployer de manière efficace. Naturellement, le processus de combinaison du capital et de la main-d'œuvre entraîne des coûts réguliers. Lorsque vous levez des capitaux, qu'il s'agisse de fonds propres ou de dettes, vous devez supporter des coûts d'investissement réguliers, et lorsque vous embauchez de la main-d'œuvre, vous devez verser des salaires réguliers. Sans flux de trésorerie pour couvrir les coûts d'investissement et les salaires réguliers, la structure de levier d'une entreprise est impossible à maintenir. Il en va de même pour la structure de levier dans laquelle des emprunts sont utilisés pour réaliser des investissements. Si vous mobilisez une partie des fonds d'investissement par le biais d'emprunts, vous devrez supporter des remboursements réguliers du principal et des charges d'intérêt. En l'absence de flux de trésorerie pour couvrir ces remboursements et ces charges d'intérêt, la structure de levier consistant à utiliser des emprunts pour investir ne peut être maintenue de manière stable. Que vous exerciez une activité commerciale ou que vous investissiez en contractant un emprunt, un flux de trésorerie suffisant est essentiel pour maintenir une structure de levier stable sur une longue période. Une fois que vous avez compris que le levier est essentiel à la richesse et que pour gagner dans des systèmes complexes, vous devez maintenir une structure de levier stable et à long terme, je pense que vous comprendrez naturellement que le flux de trésorerie est également essentiel. C'est donc une très grave erreur de renoncer à garantir votre flux de trésorerie. Avez-vous votre propre méthode pour garantir votre trésorerie? Si ce n'est pas le cas, vos chances de devenir riche ne sont pas très élevées. Même si vous avez la chance d'investir dans des actions de croissance, des crypto-monnaies et l'immobilier, et que vous vous retrouvez avec un patrimoine très important, vous risquez de mener une vie loin de la richesse. Vous direz à votre entourage que pour devenir aussi riche que vous, il faut vivre modestement. En réalité, vous ne vivez sobrement que parce que vous n'avez pas le choix. Nous avons passé en revue 3 erreurs courantes que les gens commettent en matière de flux de trésorerie et avons approfondi notre compréhension de ce concept. Pour devenir riche, nous devons sécuriser nos flux de trésorerie. Et les moyens de sécuriser ces flux doivent être moins imposables. Vous devez également savoir comment réduire de manière rationnelle l'ampleur de votre consommation afin de pouvoir utiliser les flux de trésorerie que vous avez sécurisés à d'autres fins que la consommation. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver votre propre moyen de réduire votre consommation. Cependant, Finoptio propose une solution qui aidera de nombreux employés de bureau à accomplir les tâches 1 et 3. Il s'agit de la méthode d'investissement Quant Covered Call. Cette méthode permet de payer relativement peu d'impôts lors de la réalisation des bénéfices. Et si vous investissez selon la procédure établie, vous pouvez investir en seulement 30 minutes par jour sans avoir à réfléchir ni à vous inquiéter.
ce qui peut vous aider à ne pas renoncer à vous assurer un flux de trésorerie. Veuillez consulter la page du programme sur le site web de Finoptio. Au fur et à mesure que vous apprendrez le contenu des cours de Finoptio, vous développerez naturellement diverses connaissances financières, notamment la stratégie Quant Covered Call. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Finoptio. Merci.